Jean-Luc Benamias, bonjour. Vous êtes député européen et vice-président en France du MoDem, le mouvement démocrate de François Bayrou, ex-militant vert, ex-journaliste et toujours grand amateur de football. Alors, de sport en général même. Au bar de l'Europe, je vous ai servi une bière. Alors, on ne va pas faire de publicité, mais regardez l'étiquette. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Vous n'avez pas vos lunettes? Si, j'arrive à mea culpa. Mea culpa. Oui. Alors, est-ce que les hommes politiques, aujourd'hui, ne doivent pas faire des excuses aux citoyens européens? On voit, par exemple, après l'affaire Cahuzac, 77% des Français ne font plus confiance aux politiques. Ils ont quelques raisons. Même si, globalement, je vais sortir des choses que tout le monde dit, par rapport à l'ensemble de la classe politique française, qu'elle soit française ou d'autres pays européens, en gros, près de 95% des hommes politiques et des femmes politiques sont au moins aussi honnêtes que l'ensemble des concitoyens européens. Je dis au moins aussi honnêtes. Voilà, après il y a 5%, voilà, on tombe dans ces histoires-là. Pour le reste, il est vrai que la politique telle qu'elle est menée, et en France, et en Europe, sur les promesses électorales, qui ne sont que très rarement tenues, parce qu'on vend, on rase gratis très très facilement, en France, largement, comme sans doute ailleurs. Il y a un côté où nos concitoyens pensent que les hommes et les femmes politiques ne sont plus vraiment crédibles. Il y a quelque chose qui a joué dans ce sens-là depuis la fin des années 80. C'est l'espace de mondialisation économique dans lequel nous sommes. Et surtout, tout cet espace d'économie irréelle, qui fait que l'homme politique ou la femme politique, même grand dirigeant, n'a plus vraiment la maîtrise. Encore faudrait-il qu'il l'exprime publiquement en disant « on n'a pas la maîtrise de tout ». C'est le discours que j'attends, moi, d'hommes politiques honnêtes. Alors, pour revenir à l'affaire Cahuzac, ce qui a choqué, c'est bien sûr le mensonge, mais derrière ça, il y a le problème de l'évasion fiscale. Et ça concerne l'Europe. L'évasion fiscale, ça représente 1000 milliards d'euros par an, et cette évasion, elle est favorisée par des pays au sein même de l'Union européenne qui pratiquent le secret bancaire. Ça ne vous a pas échappé? À moi non plus. J'ai entendu tous les discours brillants sur on va lutter contre l'évasion fiscale. Bien sûr qu'il faut le faire. Ça n'est pas si simple. Parce que vous l'avez dit vous-même, je ne citerai pas les pays, mais il y a un certain nombre de pays qui ont joué avec l'espace bancaire. Le dernier en date, c'est une île qu'on vient d'attaquer frontalement, dont on a attaqué la population de manière extrêmement frontale, ce qui est absolument néfaste pour l'ensemble, je le dis, de l'Union européenne. Pauvre Chypriote. Oui. Pauvre chypriote au sens population, comme pauvre grec au sens population, ou pauvre portugais au sens population, ou espagnol. Mais alors quand François Hollande dit qu'il faut mettre de la transparence dans le secteur bancaire, est-ce que c'est possible? D'avancer vers vous savez, moi je suis un réformiste, d'avancer vers plus de transparence, oui, c'est absolument possible et c'est absolument nécessaire. Si on continue comme aujourd'hui, à ne rien vouloir bouger, changer, faire à peu près des espaces de régulation, de redistribution. C'est ce qu'on essaie de faire au Parlement européen. Et me semble-t-il, c'est même ce qu'essaie de faire parfois la Commission européenne, rendez-vous compte, d'essayer de donner. Mais après, il faudra encore que les chefs d'État et de gouvernement prennent les bonnes décisions. De mon point de vue, globalement, Conseil européen après Conseil européen, on repousse les décisions à prendre. Donc j'espère que François Hollande, qu'il sera suffisamment puissant, quand je dis ça, je pèse mes mots, pour arriver à prendre ce genre de proposition. Mais qui, au sein de l'Union européenne, pourrait contrôler les banques? Est-ce que la BCE, la Banque centrale européenne, qui va avoir plus de pouvoir, pourrait surveiller les banques, les comptes? J'aimerais, mais vous savez bien que l'espace de la Banque centrale européenne a été négocié à l'époque, à la création de la Banque centrale européenne et de l'Union et de l'euro, sur la base de l'indépendance de la Banque centrale européenne. Tout ça est absolument incompatible. Donc il faut trouver un nouveau compromis qui ne se fera qu'avec de grands pays comme la France et l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, quand on aura rétabli quelque chose du domaine de la régulation. On en est loin. Alors je vous interromps parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question, on regarde. Voilà, bonjour, mon nom est Alain Courtois, je suis sénateur, premier échevin à la ville de Bruxelles, mais surtout ancien secrétaire général de la Fédération belge de football. Alors j'avais deux questions à vous poser. La première, relative au football, c'est de savoir quelle est, à votre avis, l'attitude de l'Europe dans le cadre des clubs de football pour avoir quand même, ou tenter d'avoir, une uniformisation fiscale à l'égard des joueurs de football. Et ma deuxième question est plus générale. Que pensez-vous de l'attitude actuelle de l'Europe par rapport au sport? Quelle est la politique sportive de
la Commission ou du Parlement finalement, parce que je pense que c'est une matière oubliée et vous savez que, comme disait Camus, des choses peu importantes, le sport est la plus importante. Réponse ? J'aime beaucoup quand on cite Camus. On est en pleine année, vous savez, Marseille, capitale européenne de la culture par rapport à la Méditerranée. Donc Camus est une bonne citation. Fiscalité, bien sûr qu'il faut avancer vers de la fiscalité commune. D'abord, je vais vous dire une chose. Je suis très content que le football belge se remette petit à petit debout. Parce qu'il y avait une grande perte à un moment donné d'un grand pays de football et de clubs importants. Standard de Liège, je ne vais pas tous les citer, Anderlecht et autres. Bon, passons. Fiscalité. Très bien. Le problème, et M. Courtois le sait très bien, du football dans le cadre de l'Union européenne, c'est que le championnat d'Europe de football, la Ligue européenne, n'est pas composé de 27 pays qui font la compétition, mais de pays qui s'appellent l'Ukraine, qui s'appellent la Russie. Donc, que l'Union européenne, et on avance vers cela, petit à petit, avec d'ailleurs le travail fait en commun avec Michel Platini, président de l'UEFA, vers le fair play financier. Ce qui pose un peu les problèmes de fiscalité. Très bien, mais vous savez bien que, j'ai employé des gros mots, tant pis, le blanchiment d'argent. Il n'y a pas que Chypre et les banques chypriotes qui avaient du blanchiment d'argent. Il y a un certain nombre de grands clubs européens, dans les pays où le contrôle est moins important qu'en Allemagne ou en France, où il y a une direction nationale à chaque fois qui contrôle peu ou prou les comptes des clubs. Vous savez bien que dans le cadre anglais, dans le cadre espagnol ou d'autres cadres, c'est beaucoup moins contrôlé. Donc il y a distorsion, c'est le moins qu'on puisse dire, de concurrence. Ça n'empêche pas d'essayer. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait une agence au moins européenne, si ce n'est mondiale, de transparence financière globale sur l'ensemble du monde sportif professionnel, football, mais aussi d'autres clubs et d'autres rugby et autres spécialités sportives, de contrôle, à l'instar de ce qu'on a réussi à faire au niveau de l'Agence mondiale anti-dopage. Quand je dis ça, c'est compliqué, ça n'empêche pas qu'il y ait toujours du dopage, mais au moins on sait qu'on peut trouver les fautifs. Et donc pour la transparence financière et pour la fiscalité, je pense que cette agence internationale serait plus que nécessaire. Alors ultra rapidement, le Parlement européen ne va-t-il pas se dégonfler, demande une internaute, Geneviève de Calderos de Lille, va-t-il continuer à s'opposer au projet de budget européen étriqué que les gouvernements ont concocté ? Étriqué, le mot est faible, puisqu'il y a une baisse du budget alors qu'on aurait besoin d'une augmentation du budget, à plus de 1,5% du PIB national par pays. Bon, j'espère qu'il ne va pas se dégonfler. Moi, je ne me dégonflerai pas, mais c'est facile à dire. C'est mon vote à moi. Je pense que mes collègues du Modem ne se dégonfleront pas non plus, ou d'autres démocrates. C'est la crédibilité du Parlement qui est complètement, parce que tout le monde sait bien dans ce Parlement. Et pour l'instant, il a joué son rôle de Parlement. Je parle des majorités qui se sont dégagées. Démocrates chrétiennes, socialistes, démocrates au sens large, verts et autres, se sont dégagés. Il faut tenir par rapport à cela. L'Union européenne a besoin d'un vrai budget permettant de la relance par rapport aux grands travaux. Jean-Luc Bedamias, merci d'être venu au Bar de l'Europe. C'est moi. Et un petit mea culpa. Allons-y, à la vôtre.